novembre 1989, la chute du mur de Berlin. Nous avons ouvert ce siècle avec la révolution de 1917 en Russie. 82 ans plus tard, le 9 novembre, au soir, le mur de Berlin tombe et immédiatement, des centaines de milliers d'Allemands de l'Est et de l'Ouest passent la frontière qui était fermée depuis plusieurs décennies. Mais déjà, en Hongrie, en Pologne, les choses bougeaient et les pouvoirs des régimes communistes vacillaient. Dans les années qui vont suivre cet événement de 1989, c'est l'effondrement presque total de tous les régimes socialistes qui va s'enchaîner. Si nous retenons cet événement, c'est bien sûr qu'il incarne la fin d'un monde très largement bipolarisé. Plusieurs questions. Est-ce que pour vous, comme l'écrit Eric Hobsbawm, ça clôt le XXe siècle? Et donc, que s'est-il alors passé durant ce court XXe siècle à l'est de l'Europe, ou pour le dire autrement, qu'est-ce qui s'effondre au-delà du mur? Ouais. Bon, là, pour le coup, on a une date forte et un symbole fort, la chute du mur de Berlin. Incontestablement, on peut considérer que ça marque la fin d'une grande séquence que Hobsbawm et d'autres historiens à sa suite appellent le court XXe siècle, c'est-à-dire non pas ce qui commence nécessairement le 1er janvier 1900, mais une séquence ouverte par la guerre et la révolution russe et qui s'achève avec la chute du mur de Berlin et la désintégration dans les 2 années qui suivent de ce qui fut l'Union soviétique. Je crois que ça, c'est un constat à peu près évident. Maintenant, quelque chose s'est terminé, mais quoi? Personnellement, je suis un peu tenté de dire que c'est aussi un cycle plus long qui tend à s'épuiser là, dans les formes politiques modernes, mais ça serait une autre discussion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce XXe siècle? Je crois que c'est une grande défaite des espérances d'émancipation telles qu'elles existaient au début du XXe siècle. J'aime citer souvent, parce que l'image me paraît forte, un passage d'un film de Margaret von Trotta sur Rosa Luxembourg, qui est une fiction, mais où on voit la fête du 1er de l'an 1900 avec toutes les figures historiques de la social-démocratie allemande, de Konski, Bernstein, Rosa Luxembourg, Bebel, fêter le nouveau siècle comme le siècle qui est censé annoncer la fin des guerres, de l'exploitation, en fait, une humanité pacifiée et épanouie. Alors, dire que ça s'est terminé par une défaite, quelle défaite? On est tenté souvent d'insister sur la défaite idéologique. Les premières tentatives d'aller vers une société socialiste auraient échoué et du coup ça hypothéquerait toute nouvelle tentative de faire autre chose qu'une société capitaliste qui, à l'évidence, va contre le mur. Mais je crois qu'avant de considérer l'aspect idéologique ou politique même de la défaite, il faut dire que c'est une défaite sociale. Il faut imaginer que la désintégration de l'Union soviétique, la conversion de l'appareil bureaucratique chinois à l'économie libérale, les événements en Europe de l'Est et l'évolution en Inde, tout ça fait que dans les 15 dernières années, il y a eu pratiquement un doublement de la main-d'œuvre disponible sur le marché mondial du travail. Et donc l'irruption par centaines de millions de travailleurs pratiquement sans droit ni protection sociale. Autrement dit, durablement, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, et ça se passera inévitablement. On voit qu'il y a en ce moment des luttes sociales en Chine. Il n'y a pas de raison que les travailleurs chinois acceptent aujourd'hui des conditions de vie que n'acceptaient pas les travailleurs européens à la fin du 19e siècle. Le problème, c'est que ça prendra du temps et qu'en attendant, cette nouvelle situation qui a été créée, ça ne veut pas dire qu'il faille regretter les régimes qui existaient avant, on y reviendra, mais en tout cas que le résultat concret, c'est une détérioration des rapports de force sociaux à l'échelle mondiale et que ça va peser durablement, qu'on est au début
d'une reconstruction de mouvements syndicaux, de forces politiques, y compris de redéfinition des politiques, qui en est à son tout début. Évidemment, l'aspect moral aussi de la défaite est très important. C'est que face aux atrocités de la colonisation, aux horreurs de l'exploitation capitaliste du XIXe siècle, celles des romans de Dickens, de Zola, etc., le mouvement ouvrier naissant, le mouvement socialiste naissant, avait en quelque sorte une autorité, une légitimité morale. Cette légitimité, elle s'est en grande partie perdue, ou en tout cas dissoute, dans aujourd'hui le souvenir qui reste de ce qu'a été le despotisme bureaucratique ou totalitaire. Le mot, après tout, n'est pas gênant, à condition que quand on parle de totalitarisme stalinien ou totalitarisme nazi, on souligne à la fois les similitudes et les différences, ce que j'oublie généralement de faire les historiens bidons comme Stéphane Courtois, etc. Mais bon, il n'empêche qu'il y a ce phénomène-là, et d'où l'importance aujourd'hui de savoir ce qui s'est passé, effectivement. Le discours dominant, c'est de considérer qu'il y a une sorte de fatalité dans l'enchaînement des idées, qu'il y a une perversité constitutive, finalement, du projet révolutionnaire ou émancipateur, qui fait qu'en voulant fabriquer du bonheur, on fabrique du malheur, de la dictature, et pire encore. C'est pourquoi il est important de regarder en détail, non pas le discours idéologique, mais de faire la sociologie et l'histoire de ce qui s'est passé dans le XXe siècle, notamment en Union soviétique et de manière non secondaire en Chine. Si on considère qu'il y a une continuité stricte entre la révolution russe de 17 et ce qu'a été le régime stalinien ou sa postérité sénile sous Brejnev, sous Andropov, etc., alors la conclusion qui s'impose, c'est que la révolution russe, comme certains l'avaient dit à l'époque, était prématurée, qu'il était non seulement dangereux, mais fatal de vouloir forcer le cours de l'histoire, et que, bon... Alors, moi, je crois que là, il faut essayer, c'est un travail qui est en partie commencé, mais en grande partie devant nous, maintenant que les archives soviétiques sont ouvertes, d'étudier sérieusement ce qui s'est passé. Pour le moment, les éléments qu'on a chez des historiens comme Hobsbawm, mais peut-être encore davantage chez Moshe Levin, qui a l'avantage d'être un ancien, d'ailleurs, soldat de l'armée rouge, d'avoir été formé, donc d'avoir vécu en Russie soviétique et de parler le russe couramment, c'est qu'il montre bien, avec des éléments que n'avaient pas, par exemple, les oppositionnels de gauche dans les années 30, ce qui s'est passé à la charnière des années 20 et 30, c'est-à-dire une explosion d'un appareil d'État bureaucratique qui est passé d'un pays qui était faiblement organisé au sortir de la guerre, de 4 millions ou un peu plus de fonctionnaires d'État, à 17 millions en moins de 7 ans, entre 27 et 34. C'est un bouleversement. Aucun pays au monde n'a connu un rythme d'urbanisation et d'industrialisation équivalent à ce qu'a connu l'Union soviétique dans ces années-là. Alors on a tendance à voir ou à imaginer l'Union soviétique de l'époque comme un pays poussif, comme a été l'Union soviétique des dernières années. Au contraire, ça a été un extraordinaire dynamisme bureaucratique dont le coût social est exorbitant, évidemment. C'est une modernisation à coups de Knut ou de Schlag, dans lequel les camps, y compris, ont joué une fonction économique, de sorte de travail d'accumulation primitive. Mais il n'y a pas une continuité. Alors, entendons-nous, moi je ne prétends pas surtout dire que les années, les premières années de la Révolution russe, les années 20 étaient des années lumineuses et les années 30, l'obscurité totale. C'est plus nuancé que ça. Il y a eu des signes alarmants de la bureaucratisation, de la professionnalisation du pouvoir, déjà du vivant de Lénine, notamment comme conséquence de la guerre civile, il ne faut pas l'oublier. Il y a un roman absolument terrifiant
d'un certain Zazoubrine qui s'appelle, dont le titre est Le Tchéquiste, qui est l'expérience justement de la police politique pendant la guerre civile, et où on voit très bien la logique de la violence politique. Le gars fait pas ça pour dénoncer, il est lui-même un ancien tchéquiste, l'auteur, mais finalement il rapporte de l'intérieur une logique de pouvoir et de violence qui est terrifiante, même si elle n'est pas, à l'époque, à l'échelle de ce qu'elle va devenir au cours des années 30. De la même manière, les bagnes politiques ont commencé même avec l'ouverture du bagne des îles Solovki en 1923, c'est-à-dire non seulement avant la mort de Lénine, mais à une époque où la guerre civile était gagnée. Donc c'est pas des bagnes qui répondent à la situation de guerre civile, mais c'est une répression politique après la guerre civile. Et là, il y a un tournant raté. On peut dire que le tournant social-économique après la guerre civile, la nouvelle politique économique qui a fait débat, c'est de dire la guerre est finie, il faut une ouverture économique. On aurait pu logiquement penser que ça aurait dû s'accompagner d'une ouverture politique, d'une démocratisation, finalement d'une cessation de l'état d'exception qu'on peut à la limite considérer comme inévitable dans un état de guerre civile. Et c'est le contraire qui s'est produit, c'est-à-dire un raidissement et un renforcement des dispositifs répressifs, des limitations du droit d'exception, etc., d'expression, etc. Mais même si on peut déceler des germes du péril bureaucratique dès les premières années de la Révolution russe, il ne faut pas pour autant penser qu'il y a une continuité absolue, et la cassure de ce que nous appelons une contre-révolution bureaucratique, c'est pas qu'un mot, c'est que dans les années 30, entre 33 et 37, dans les grandes purges, on a effectivement là, à échelle de masse, de millions de déportés, de centaines de milliers d'exécutions, même si parfois on met dans les chiffres, quand on fait un paquet cadeau chez les historiens approximatifs, on compte les morts de la Première Guerre mondiale, de la Seconde, les morts des famines, on met ça dans le même sac. Non, mais même si on fait le décompte de la répression bureaucratique plus stricte, c'est quand même des millions de morts, effectivement, dans les années 30. Et ça, c'est plus ce qu'on connaît, c'est-à-dire la disparition à 90% des anciens militants et cadres du parti bolchevique de 17. Donc il y a une discontinuité, y compris dans le personnel politique. Alors ça doit beaucoup à une culture de guerre civile, à ce qu'on appelait le groupe de Tsaritsine, c'est-à-dire des gens qui se sont formés dans la brutalité de la guerre civile. Ça m'évoque quelque chose dont on a peut-être déjà parlé, qui est le film sur le Cambodge, sur la déchirure, où le gars dit ce qu'on a sous-estimé, c'est l'effet durable dans les têtes et dans les mœurs d'une guerre aussi atroce et des bombardements comme ceux qu'a subi l'Indochine pendant près de 20 ou 30 ans. Bon, mais là, la guerre de 14-18 plus 3 ans, 4 ans de guerre civile, ça ne justifie pas du tout ce qui s'est passé. C'est un élément explicatif, en revanche. Et je crois que c'est ce travail-là qu'il faut élucider, c'est-à-dire affronter l'énigme pour trouver un élément de compréhension d'abord de ce qui nous est arrivé, nous, tous ceux qui ont rêvé finalement d'un autre monde, et puis surtout d'en tirer aussi, non pas des garanties absolues, mais au moins quelques leçons pour l'avenir. Et si on ne fait pas ce travail-là, si on reste à la surface des choses et de dire finalement Rousseau a engendré Marx, qui a engendré Lénine, qui a engendré Staline, une généalogie comme dans les premières pages de la Bible où tout s'enchaîne par filiation, il faut dire, dans ce cas-là, il ne faut même pas essayer de changer le monde, c'est trop dangereux, il ne faut pas y toucher, il faut le laisser aller comme il va, et il ne fallait surtout pas... Alors après... Ce qui nous intéresse, nous, c'est de ne pas faire une histoire du constat et du fait accompli, mais de voir où il y a eu d'autres chemins, d'autres voies possibles, et là où elles ont été, où les occasions ont été manquées ou perdues, tout simplement, et rappeler que les bolcheviks eux-mêmes étaient conscients du danger. L'idée que la révolution russe, si Lénine a dansé dans la neige pour avoir tenu quelques jours de plus que la Commune de Paris, c'est bien parce qu'il était conscient de la fragilité de cette histoire-là, que c'était déjà miraculeux d'un pays dévasté comme la Russie de tenir aussi longtemps, mais dans l'idée rationnelle qui se faisait d'un changement de société, la révolution russe n'avait de sens que relayée par la révolution allemande et européenne.
Alors, une fois que la révolution allemande n'est pas au rendez-vous, pour des raisons qu'il faudrait discuter, pourquoi entre 18 et 23, elle a été vaincue, bon, c'est un autre chapitre de l'histoire, mais une fois qu'elle a été vaincue, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Rendre le pouvoir en disant finalement, puisque ça ne se passe pas comme prévu, on fait marche arrière et on donne les clés. Mais ça, c'est une histoire idéale sur le tapis vert. C'est pas comme ça que ça se passe. Moshe Levin insiste, par exemple, sur un élément majeur, mais que souvent on n'a même pas en tête. Il dit, entre février et octobre en Russie, en 1917, le problème n'était pas entre l'insurrection, les soviets et le régime des soviets et un très respectable parlement comme le parlement des lords britanniques, démocratiques, etc. L'hypothèse démocratique, c'est pas les bolcheviks qui l'ont renversée, elle s'est écroulée d'elle-même et le choix était plus entre la démocratie de février et les soviets, mais entre le coup d'État militaire et les soviets. Donc, à ce moment-là, ne pas lutter, c'était mettre la tête sur le billot. On ne choisit pas son moment, on ne choisit pas son temps. C'est une lutte à plusieurs protagonistes qui déterminent la donne. Bon, voilà. Alors, bon, il n'en demeure pas moins que le fait que la contre-révolution stalinienne l'ait emporté, que ça révèle finalement un phénomène que on peut dire les mieux intentionnés des bolcheviks n'avaient même pas vu venir, qui n'est pas réservé à l'Union soviétique, etc., qui est la place du phénomène bureaucratique dans les sociétés contemporaines, quelles qu'elles soient. La complexité, la division du travail, plus elle est poussée, le développement de l'expertise, tout ça engendre une bureaucratisation qui est aussi bien dans les appareils d'État, dans les partis, dans les organisations syndicales, dans l'administration, etc. Et en Union soviétique, plus un pays est faiblement développé culturellement, il faut rappeler le faible taux d'alphabétisation, y compris de la Russie soviétique au sortir de la guerre civile, plus la tentation bureaucratique est forte. Nous, on a vécu ça au Brésil, un pays où les inégalités sociales sont très fortes. Le moindre privilège prend des proportions qu'il n'a pas chez nous, tout simplement. Et les moyens culturels de le combattre sont plus faibles. D'où une grosse erreur des bolcheviks, c'est facile à dire a posteriori, dans les premières années de la Révolution, c'est de n'avoir envisagé qu'un seul danger, qui était d'être renversé par la contre-révolution européenne, qui n'était pas un danger imaginaire. Hein. Il y a eu les armées européennes ont débarqué en Géorgie, notre bon général Weygand à la tête de troupes françaises, etc. Mais ils ont imaginé comme seul scénario d'être vaincus par la réaction armée européenne, mais non pas d'être défaits de l'intérieur par la gangrène bureaucratique. Alors ça, évidemment, c'est une leçon dont on paie les pots cassés aujourd'hui, mais dont il faut tirer quelques enseignements. Alors, il n'y a pas d'arme absolue contre ce danger bureaucratique, mais il y a sur des principes de pluralisme, d'indépendance des organisations syndicales ou de masse, sur les rapports des partis politiques au pluriel avec les organes de pouvoir, c'est-à-dire les comités, collectifs, conseils d'autogestion, soviets ou autres. Dans tout ça, je crois qu'il y a des leçons majeures à tirer maintenant qu'on connaît la nature de ce second danger, qui est le danger de décomposition interne et parfois d'ailleurs être vaincu de l'intérieur. C'est beaucoup plus dur que d'être vaincu par un ennemi qu'on a en face, qu'on connaît. On peut être vaincu mais pas mouillé, alors que de l'intérieur, c'est une double défaite. C'est une défaite sociale et une défaite morale aussi. Bon, je crois que ça aussi, ça fait partie du bilan du siècle et que d'une certaine manière, on va encore le payer pour des années, même ceux qui s'y sont opposés, qui ont dénoncé, mais quand il y a une défaite de cette taille-là, tout le monde en paie, même inégalement les pots cassés. Alors, dernier mot peut-être, en 89, on pouvait croire, quand le mur de Berlin est tombé, que finalement, l'histoire allait repartir là où elle avait dérapé. Je me souviens d'un discours d'Ernest Mandel à la Mutualité qui devait être en décembre ou janvier 90, décembre 89, janvier 90. Et bon, finalement, ce qui se passe en Allemagne avec la révolution des œillets,
avec des masses dans les rues d'Allemagne de l'Est criant Nous sommes le peuple. Et si nous sommes le peuple, qui sont les autres? Qui sont ceux qui sont au pouvoir? Puisque si nous sommes le peuple, eux sont autre chose. Ah, quel est le nom de cette chose? La Stasi, la bureaucratie, l'appareil d'État, etc. Alors Mandel disait, bon ben voilà, ça ferme une parenthèse et ce qui se passe en Allemagne de l'Est renoue avec la grande époque de Rosa Luxembourg, des conseils ouvriers, etc. Bon, on était très perplexes parce qu'on sentait venir depuis déjà quelque temps avec ce qui se passait en Union soviétique. Il y avait quand même des informations, il y avait une presse soviétique qu'on pouvait lire à l'époque dans les années 80, que l'affaire avait duré trop longtemps et que les fils de la mémoire étaient rompus. Il n'était plus question, par exemple, en Union soviétique, dans la chute du régime, de dire, ben voilà, ce qui va redémarrer, c'est le débat laissé en suspens entre Boukharine, Trotsky, l'opposition de gauche, sur les formes de développement. Non, plus personne connaît Boukharine, plus personne connaît Trotsky. Peut-être qu'on va redécouvrir. Mais ça, c'était plus du tout à l'ordre du jour. Donc, il n'y a pas de parenthèse, d'ailleurs, en histoire. Il n'y a pas de détour. L'histoire a eu lieu et les conséquences durent. Donc ça, on sentait déjà, finalement, que quelque chose allait changer. Alors maintenant, peut-être, ce qui est triste dans tout ça, c'est même pour ceux qui ont lutté contre ce régime soviétique, qui n'ont aucun regret, qui ne considèrent pas que la chute du mur de Berlin soit la fin du communisme, parce que c'était plus le communisme, tout simplement. C'est la dernière décomposition d'un cadavre, mais qui avait commencé à pourrir 40 ans avant. Bon, voilà. Donc, il fallait, d'une certaine manière, une opération d'assainissement. Bon, il valait mieux que la page soit finalement tournée et pour pouvoir recommencer, pour pouvoir entreprendre autre chose. Mais le fait est que, si pourris soient ces régimes, leur chute, en même temps, a modifié les rapports de force mondiaux, des régimes qui n'étaient pas des modèles, hein, mais qui étaient des régimes qui pouvaient jouer un petit peu du jeu de bascule entre des rapports de force entre l'Union soviétique et les États-Unis, en Afrique, dans le monde arabe, des régimes populistes comme ça. Bon, c'est pas par hasard que la même année 89, encore une fois, on a le procès Ochoa à Cuba, autrement dit un durcissement bureaucratique du régime cubain. On a 2 ans après la guerre du Golfe, etc., etc. Et en Allemagne, parce que ça on est passé, et je crois que ça résume d'ailleurs ce changement de rapport de force, on est passé du mot d'ordre « nous sommes le peuple » en Allemagne de l'Est dans la période de mobilisation contre le régime est-allemand de Honecker, etc., très vite au mot d'ordre « nous sommes un peuple », ein Volk, qui est tout autre chose. Nous sommes l'Allemagne reconstituée, l'Allemagne retrouvée. Alors évidemment, bon, on ne pouvait qu'être pour la réunification allemande, mais sans être dupe du sens qu'elle prend, c'est une victoire du capitalisme, de l'Allemagne occidentale et une résurrection du nationalisme allemand.